Une image qui marquera les annales du 8 mai, la célébration de la victoire de 1945. Cette année donc, on le voit, Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte sous l'Arc de Triomphe, image d'unité et de transition républicaine apaisée après les longs mois d'une campagne présidentielle âpre. Bonsoir à tous. L'image du rassemblement devait se faire, a déclaré le président élu, qui a ensuite retrouvé ses dossiers et les avertissements d'Angela Merkel, alors que le sommet extraordinaire convoqué à Bruxelles le 23 mai sera le baptême du feu européen pour François Hollande. En Grèce, la crise politique menace le plan de sauvetage international. L'Europe met le pays en garde contre toute remise en cause de l'austérité budgétaire, alors que c'est la gauche radicale la plus anti-austérité qui est chargée, sans espoir de former un gouvernement introuvable. Les invités du 19h, Jean-Marie Colombani, fondateur du site Slate.fr, site qui publie une interview de François Hollande sur sa vision européenne et internationale. Et puis les journalistes Hélène Pilichowski, Marie-Ève Malouine et Jérôme Chapuis seront également parmi nous tout à l'heure. Une première pour l'un, une dernière pour l'autre, sous le grand drapeau tricolore de l'Arc de Triomphe, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui se sont combattus, ont participé donc ensemble aujourd'hui à ce 8 mai 2012. Belles images d'un apaisement tout républicain. Flora Sauvage. Il y a quelques jours encore, ils bataillaient âprement pour accéder à l'Élysée. Ce matin, ils étaient côte à côte, tous deux recueillis et émus devant la tombe du soldat inconnu. Une image hautement symbolique d'une transition apaisée entre les deux adversaires d'hier. Une parenthèse républicaine, 2 jours après la victoire de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Pour le président élu, l'important aujourd'hui était de montrer l'image du rassemblement avant de se replonger dans les dossiers internationaux et la formation de son gouvernement. Nous devions être l'un et l'autre présents à cette cérémonie. Nous nous sommes confrontés dans une élection. C'était un choix important pour les Français. Ils ont décidé de leur prochain président, mais l'un et l'autre, nous devions être ici, unis, pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont tombés pour la France. Après la cérémonie, Nicolas Sarkozy s'est offert un dernier bain de foule. Il a salué les militants UMP qui étaient venus sur les Champs-Élysées pour voir le président encore en exercice. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Continuez. François Hollande et Nicolas Sarkozy se reverront le 15 mai pour la passation de pouvoir. Voilà, Nicolas Sarkozy qui va redevenir avocat, apprend-on ce soir, a pu savourer, on l'a vu, un de ses derniers bains de foule comme président. François Hollande s'est donc ensuite replongé dans les dossiers après être venu au Sénat pour une visite à l'un de ses proches, le président Jean-Pierre Bel. Fabrice Cunet. Activité forcément réduite ce matin au QG de François Hollande. Seul Pierre Moscovici était présent. L'image d'unité affichée lors de ce 8 mai ne le surprend pas. Les deux équipes depuis dimanche travailleraient à la meilleure transition possible. Les choses se passent dans des conditions aussi bonnes que possible depuis dimanche. Les contacts avec l'Élysée sont ce qu'ils doivent être, normaux. Les dates ont été arrêtées facilement. Celle du 8 mai avec la commémoration commune, celle du 15 mai avec la passation de pouvoir. On a des contacts sur les dossiers. Si la compagne de François Hollande a aussi apprécié la cérémonie depuis la rue de Ségur à Paris, un peu moins en revanche la meute de caméras qui suit désormais ses déplacements. Vous l'avez trouvé comment, François Hollande? Je l'ai trouvé parfait dans le rôle. Dans les années précédentes déjà? S'il vous plaît, s'il vous plaît. De son côté, François Hollande s'est entretenu une petite heure avec le président du Sénat et certains vice-présidents. Rien à filtrer, mais une chose est sûre, pas question de parler de journée de repos. Les décisions que va avoir à prendre le nouveau président de la République se préparent déjà, parce que dès qu'il est en fonction officiellement avec la passation de pouvoir, des choses doivent se décider vite, et notamment son équipe gouvernementale et son Premier ministre. Et puis vous avez vu que dans l'actualité, il y a des grandes rencontres qu'il faut évidemment préparer. Donc ça, c'est les 2 points qui mobilisent aujourd'hui le QG de campagne qui est devenu la cellule élyséenne transitoire. C'est seulement en fin d'après-midi que François Hollande a regagné cette cellule élyséenne, où l'attendaient une trentaine de curieux et de militants. François Hollande, donc, qui réfléchit toujours à la composition de son gouvernement. Les écologistes sont partants. Confirmation d'en être est venue tout à l'heure du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, un conseil fédéral à huis clos. Cécile Duflot prône une écologie d'action et de responsabilité, une manière de rappeler son désir de faire partie du gouvernement. On l'écoute.
il n'y a aucune certitude, au moment où je vous parle, de l'entrée de ministres écologistes au gouvernement. Il y a une disponibilité d'Europe Écologie Les Verts, mais qui doit faire écho à un état d'esprit qui sera celui qui rendra cette participation possible. Nous avons fait depuis de nombreuses semaines, et par ailleurs depuis l'accord que nous avons conclu, qui est un accord de majorité parlementaire, preuve d'une grande responsabilité et d'une grande lucidité dans la période politique pour œuvrer à cette victoire de la gauche. Pour qu'elle soit porteuse, il nous semble qu'elle devrait se traduire par une transformation des politiques, que les écologistes sont disponibles pour y participer, mais que c'est une condition qui pour nous est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Voilà, sans certitude, Cécile Duflot, qui pourrait devenir ministre, quittera la direction de son parti le 22 juin, propos recueillis par Paul Bouffard. La grande explication entre François Hollande et Angela Merkel suivra très vite l'investiture du premier, ce sera donc à Berlin, avant un sommet extraordinaire à Bruxelles, convoqué le 23 mai pour s'entendre sur la nature d'une relance européenne. Les vertus de l'austérité budgétaire sont rappelées néanmoins aujourd'hui avec fermeté à la Grèce, désormais sans majorité claire. Mounir Soussi. Après les félicitations d'usage, le message d'Angela Merkel à François Hollande est parfaitement clair. La chancelière allemande l'invite à prendre les décisions nécessaires pour l'Union européenne. Un message sans ambiguïté transmis avant leur première rencontre prévue le 16 mai, prélude au sommet de crise du 23 mai. Cette réunion extraordinaire convoquée par le président de l'Union européenne doit poser les jalons d'une nouvelle politique de croissance. Mais les conséquences de la crise politique qui secoue la Grèce inquiètent les responsables de l'Union européenne. Nous attendons maintenant que les forces politiques grecques forment un gouvernement de coalition qui soutient les réformes en faveur du redressement de la Grèce. José Manuel Barroso prévient, si la Grèce s'écarte de l'austérité, la faillite guette le pays. L'hypothèse d'une banqueroute suivie d'une sortie de l'euro donne des sueurs froides aux dirigeants européens qui redoutent un risque de contagion à des pays fragilisés comme l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Ces nouvelles difficultés feraient à coup sûr passer les projets de relance de la croissance au second plan. Et David Cameron invite également à Londres François Hollande dès qu'il le peut. Pour le Premier ministre britannique, la lutte contre les déficits et le soutien à la croissance vont de pair. À noter aujourd'hui que la situation en Grèce a fait plonger les bourses partout en Europe, et notamment à Paris, moins 2,78%. Avec nous donc Jean-Marie Colombani, bonsoir. Co-fondateur du site slate.fr, et puis mes consoeurs, Hélène Pilichowski, bonsoir, qui est par ailleurs cousine de François Hollande et qui le connaît parfaitement bien, ses défauts et ses qualités, on en parlera tout à l'heure. Marie-Ève Malouine de France Info est également avec nous, bonsoir, auteur de La force du gentil, hein. On parle toujours du président élu. Et puis Jérôme Chapuis est avec nous, auteur avec Benjamin Sportouche du Naufragé. C'est l'histoire secrète de la descente aux enfers de Nicolas Sarkozy. Vous avez suivi sa campagne jour après jour. Jean-Marie Colombani, un mot d'abord sur cette image du 8 mai de transition. C'est un beau symbole républicain. Une belle image, hein, belle image émouvante et à la hauteur de ce que l'on peut attendre de deux personnes responsables. Vous publiez donc sur slate.fr une interview de François Hollande, une interview du président Hollande, vous l'avez réalisée vendredi dernier, mais elle a été amendée par lui-même, je crois. On a discuté avec lui vendredi dans la journée, oui. Et puis il l'a retravaillé dimanche, donc tout juste élu. Très peu de temps, à très peu de temps des premières estimations, donc il était sur sa copie. C'est un type sérieux. Voilà, alors il parle de sa vision de la politique internationale et européenne, bien sûr, l'esquisse du bras de fer qui va se jouer entre Paris et Berlin. François Hollande entend bien faire plier Angela Merkel sur un des deux points suivants. Il le dit dans cette interview, les eurobonds, donc ces obligations européennes pour financer des projets industriels et le financement direct des dettes des États par la Banque centrale. Mais il ne vous dit pas quel compromis, lui, il est prêt à faire, Jean-Marie Colombani. C'est plutôt des project bonds. Oui, des bons liés à des obligations liées à des investissements. À des projets et non pas pour financer une nouvelle dette. Absolument. Non, mais il est plutôt dans un esprit à la fois de compromis et de rééquilibrage. C'est ça qui est le plus frappant dans son propos, c'est qu'il propose un double rééquilibrage au fond de la relation franco-allemande, un peu moins au désavantage de la France, disons-le de cette façon, et un rééquilibrage entre la relation entre le couple franco-allemand et tous les autres Européens, et notamment des pays comme l'Italie, même l'Angleterre, où il a des mots très conciliants et très positifs à l'endroit du gouvernement britannique, malgré les événements récents. Donc après, bras de fer, je ne suis pas sûr que on puisse parler de bras de fer, parce que ils vont s'asseoir autour d'une table pour élaborer un compromis. Et le compromis, il est déjà sur la table, puisqu'on sait très
très bien que la France ne va pas remettre en cause les disciplines budgétaires. En revanche, elle va demander qu'un pacte soit instauré, un pacte de croissance qui ait la même valeur que la discipline budgétaire. Donc c'est comme ça que ça va se jouer. Donc ça va être plus histoire de premier qui a été négocié. Plutôt histoire de compléter que de renégocier l'ensemble, je pense. Mais donc je repose ma question en échange éventuellement d'un mouvement d'Angela Merkel dans sa direction. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, accepter une règle d'or budgétaire? Il ne la veut pas sur le plan institutionnel. Ça, vous savez qu'elle est déjà inscrite dans la Constitution, la règle d'or. Elle a déjà été inscrite dans la réforme que Nicolas Sarkozy a fait voter en 2008. Il y a un article de la nouvelle Constitution, telle que nous l'avons, qui vaut règle d'or de fait. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment des querelles symboliques qui n'ont pas de grande portée. En revanche, il faudra le point de savoir s'il y aura... Mais je pense que le tournant est pris et qu'il restera comme ayant été dans sa campagne à l'initiative de ce tournant de l'Europe vers la croissance, qui est devenu maintenant l'ordre du jour numéro 1, qui est celui de la Commission, qui est celui du président Van Rompuy et qui sera celui de tous les Européens, je pense. Marie-Ève Malouine. Oui, ce que je trouve intéressant, si mon livre s'appelle La force du gentil, c'est que justement François Hollande est dans une optique différente. Il ne va pas faire plier Merkel. Il va essayer de la convaincre que c'est son intérêt de faire ce pacte de croissance avec lui. Et c'est ce qu'il a essayé de faire déjà depuis le mois de décembre, puisqu'il y avait une rencontre à l'ambassade d'Allemagne à Paris avec Jean-Marc Ayrault pour expliquer les intentions de François Hollande. Donc c'est du donnant-donnant parce qu'il va la convaincre que oui, évidemment, il veut réduire les déficits. Il l'a déjà dit, il s'y est engagé auparavant, mais que c'est son intérêt à elle et des autres pays européens de faire des investissements au niveau européen. Oui, alors vous parlez de la force du gentil. Donc j'ai lu effectivement par ailleurs dans La Montagne, dans l'édition de Corrèze, lundi, qu'on présentait François Hollande comme la force gentille. Ça ne peut pas suffire aujourd'hui dans les négociations européennes et internationales. Il faut aussi savoir jouer des rapports de force, de l'autorité, de la fermeté, même si Jean-Marie Colombani ne voit pas un bras de fer actuellement entre Paris et Berlin. Non, moi je parlerai plutôt d'autorité tranquille. Autorité tranquille. De François Hollande, oui. Moi, je pense qu'il devra faire une deuxième mue. Il a fait la première. Mais non, il a fait la première. Il a réussi formidablement. Il a beaucoup changé. Tous ceux qui le connaissent vous le diront. Depuis qu'il était candidat. Non, mais c'est vrai. Il a surpris. Il a fait des annonces qu'il n'avait pas communiquées auparavant à son entourage. Il s'est affirmé. Et je pense qu'il peut encore maintenant. Je pense qu'il peut encore opérer une seconde mue en chef d'État. C'est-à-dire qu'il va se mesurer à ses homologues étrangers, à ses partenaires européens. Il a l'intention de le faire et il a montré qu'il arrivait déjà... Ah non mais vous imaginez, Manuel Valls a été surpris parfois de ce qu'il était capable d'annoncer dans ses discours, sans les avoir prévenus, et il est peut-être capable de nous surprendre. Mais vous qui le connaissez bien, vous estimez qu'il a forcé je le connais bien, mais je n'ai pas mesuré sa capacité à être un chef d'État influent pour l'instant. Oui, mais je pense qu'il peut le faire. Vous connaissez sa nature, depuis l'enfance, j'ai envie de dire presque. Oui, bien sûr. Alors... Non, mais est-ce qu'il a forcé sa nature? Au fond de lui, il n'a pas d'angoisse, il a une extrême sérénité qui peut l'aider et lui donner effectivement cette force qui lui permettra d'influencer l'Europe. Alors dire d'ores et déjà, comme ça a été fait pendant la campagne, qu'il avait réussi, que toute l'Europe était en train de se rallier à la France, bon, ça c'est peut-être un peu hâtif, mais je pense qu'il peut peut-être y arriver. On est encore dans le domaine du possible. Il connaît les rapports de force aussi, il est gentil mais pas bené. Il sait très bien aussi qu'en Allemagne, il va y avoir bientôt des élections et qu'il y a une opposition qui peut faire pression et qui peut agiter l'opinion publique aussi pour dire que l'Europe doit faire autre chose que de l'austérité. Et ça, il peut jouer de ce rapport de force aussi. C'est vrai par ailleurs, Jean-Marie Colombani, qu'il est attendu sur ce point-là par les autres pays européens contre l'Allemagne? Pas contre l'Allemagne, mais c'est vrai qu'il y avait une très grande lassitude en Europe vis-à-vis de la façon dont le couple franco-allemand imposait un petit peu son point de vue. Et puis il y a de façon sous-jacente, évidemment, les dégâts causés par une vision qui ramènerait l'Europe à de stricts plans d'austérité, à de seules propositions d'austérité. Et là, je pense que François Hollande partage comme d'autres dirigeants européens, mais c'est vrai de Mario Monti, c'est vrai du Premier ministre espagnol, etc., de voir monter la vague populiste, populiste et peut-être au-delà du populisme, comme on le voit en Grèce, où ce n'est pas du populisme, ce sont des néo-nazis qui se sont comptés aux élections législatives. Et donc si l'Europe n'est pas capable, ça il s'est très bien expliqué dans ce texte, si l'Europe n'est pas capable de redonner confiance aux Européens, et pour redonner confiance, il faut que la machine reparte, à ce moment-là, on peut craindre le pire. Je pense qu'il est quand même hanté par cette idée-là. Peut-on dire que François Hollande est un vrai fédéraliste européen, Jean-Marie Colombani, même si lui ne peut pas forcément le dire aujourd'hui? Avant toute chose, c'est quelqu'un de réaliste.
réaliste. C'est quelqu'un qui est sobre, raisonnable, il ne cherchera jamais à vendre du vent, et même si profondément il est européen au-delà des institutions actuelles, ça n'est pas ce qu'il cherchera à faire parce qu'il sait que le terrain ne s'y prête pas. Alors on évoque les qualités aujourd'hui de François Hollande, il faut quand même rappeler peut-être certaines des critiques qui ont pu l'atteindre durant la campagne. Jérôme Chappuis, vous avez suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas de mots assez durs justement, notamment sur la vision européenne de François Hollande et son appel à la croissance. Il n'a cessé de le répéter, même si lui-même, au moment de son discours de la Concorde, Nicolas Sarkozy a aussi demandé à la Banque Centrale Européenne de fixer parmi ses priorités la croissance. Donc au fond, c'était un débat qui était présent également dans la campagne de Nicolas Sarkozy, et nous on le raconte dans notre livre, au sein des équipes de Nicolas Sarkozy, et notamment Henri Guénaud, qui a beaucoup pesé pour que ce terme de croissance figure dans les discours de Nicolas Sarkozy. Et dans le traité dit d'austérité, page 13, il y a des éléments sur la croissance. Les États n'ont pas découvert il y a 15 jours, 3 semaines ou 1 mois qu'il fallait de la croissance au sein de l'Europe, bien évidemment. Mais la Banque centrale, oui. Car le vrai tournant, le seul tournant, c'est celui de Mario Draghi, qui inscrit la croissance à l'ordre du jour, en disant même il faut revenir en arrière, c'est-à-dire avec même une vision critique de ce qui a été une vision en effet trop étroitement liée à l'austérité, même si par ailleurs il va continuer à plaider pour l'équilibre des comptes, ce qui va de soi. Le problème, c'est la dette. Alors Jacques Attali était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure à 18h, et il a livré ce commentaire assez étonnant sur les personnalités, les caractères comparés de François Hollande et de François Mitterrand. On va l'écouter et puis vous réagirez. Je pense que François Hollande va être quelqu'un d'aussi distant, secret, ferme, autoritaire que François Mitterrand. Voilà, aussi distant, ferme, mais aussi secret que François Mitterrand. Qu'en pensez-vous, mesdames ? Moi, je suis très étonnée par ce propos parce que c'est deux personnalités totalement différentes. François Mitterrand était secret, c'était un monarque qui fonctionnait par cercle, il s'isolait, sa parole était extrêmement rare. Et là, on voit François Hollande, à peine élu, il arrive à la Bastille, il fait un discours, il descend, il voit des micros, il s'explique. Après la cérémonie du 8 mai, il va voir encore les journalistes, il répond, il a un style totalement différent de François Mitterrand. Et puis, il a travaillé avec François Mitterrand à l'Élysée. C'est Jacques Attali qui l'a fait venir. Qu'il a fait venir même avant, pendant la campagne de 81. Et il a été assez déçu par l'isolement qu'a vécu François Mitterrand. Et c'est quelque chose qui l'a marqué et contre lequel il veut lutter. Alors il va être secret sur sa vie privée, il l'a toujours été, paradoxalement, même s'il était le compagnon de Ségolène Royal, on savait que lui, il n'en parlait pas. Mais je pense qu'il va être assez transparent sur son action sur la scène internationale et politique française. Hélène Pilichowski. Moi, je ne crois pas qu'il y ait autant de similitudes que Jacques Attali a l'air de le dire entre François Mitterrand et François Hollande. Même si Jacques Attali connaît beaucoup mieux Mitterrand que moi, je n'ai pu le connaître, bien évidemment. Il y avait quand même un côté très florentin, très manipulateur de François Mitterrand à l'égard des autres. Vous savez, on disait toujours qu'un ministre qui entrait dans le bureau de François Mitterrand, quand il en sortait, il était persuadé qu'il avait une vocation présidentielle. On l'a dit jusqu'à Michel Noir, par exemple, l'ancien maire de Lyon, qui lui, ils étaient tous irradiés par la parole de François Mitterrand. François Bayrou aussi, hein. Oui, absolument. Bon, c'était le jeu de la cohabitation. Oui, mais enfin, le jeu auquel se prêtait avec délice François Mitterrand. J'imagine mal François Hollande dans ce registre-là. D'accord. Oui. Alors, Hélène, on a parlé d'un parcours au long cours. Pour François Hollande, sa campagne présidentielle a duré 1 an. Est-ce que pour vous, elle avait commencé beaucoup plus tôt dans sa tête? Est-ce qu'il avait une ambition bien antérieure de devenir président dans son enfance? Oh, écoutez, dans son enfance, j'entends, je lis des tas de choses. Moi, personnellement, d'autres membres de la famille s'expriment sur le sujet, Hélène Pilichowski. Non, mais on entend dire tellement maintenant, il faut refaire l'histoire, il faut trouver des explications psychanalytiques. Alors, vous êtes notre témoin ce soir. Oui, d'accord, mais je ne peux pas inventer une histoire. Je ne l'ai jamais entendu dire personnellement quand il était petit, quand on jouait ensemble et qu'on faisait des pâtés de sable, qu'il voulait être président de la République. Là-dessus, je ne livrerai rien. D'accord. Non, je l'ai entendu dire, je l'ai beaucoup vu au moment de
de sa déception en 2007, enfin 2006 d'abord, au moment de la primaire à laquelle il n'a pas pu participer. Et là, je sentais qu'il y avait une détermination de sa part. À ce moment-là, oui, ça c'est clair. À ce moment-là, oui. D'accord, à ce moment-là. On va parler de l'échec de Nicolas Sarkozy. L'analyse de la stratégie qui a été mise en œuvre à l'Élysée viendra plus tard, dit-on aujourd'hui, à l'UMP. Mais nous, on ne va pas attendre ce soir. Je note, Jérôme, que dimanche soir, puisque ce livre a été imprimé dans la nuit, c'est bien ça? Dans la nuit, dimanche à lundi, oui. Incroyable. Dimanche soir, lorsque Nicolas Sarkozy apprend le résultat, il dit à ses proches avoir perdu de peu en quelque sorte. Il leur dit, c'est entre guillemets, il nous a manqué 500 000 voix pour passer les 50%. Il minimise son échec en quelque sorte, parce que en fait il y a 1 million et plus de voix d'écart. Comme toujours depuis 5 ans, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy reste comme le président qui a perdu toutes les élections intermédiaires. Il est convaincu d'avoir gagné les élections européennes de 2009. En réalité, s'il y avait eu 2 tours, les choses ne se seraient sans doute pas passées comme il l'a lui analysé. Nicolas Sarkozy, le soir de son élection, de sa défaite, pardon, est obsédé par 2 choses. D'abord, puisqu'il a raté cette campagne, puisqu'elle se termine par un échec, il veut au moins réussir sa sortie. D'où ce discours qui a été salué, y compris à gauche. D'où cette image qu'on a vue tout à l'heure de Nicolas Sarkozy aux côtés de François Hollande. Et puis, derrière ça, il y a évidemment la guerre d'après. Et en maintenant un semblant d'ambiguïté devant ses troupes dimanche soir, Nicolas Sarkozy a peut-être gelé, est-ce que ça tiendra jusqu'aux législatives, mais en tout cas a peut-être gelé la guerre de succession qui ne manquera pas d'avoir lieu dans les prochaines semaines. J'ai noté dans votre livre une confidence qu'il a faite à Jean-Pierre Raffarin. Il a dit « J'ai construit un nouveau discours pour la droite, j'ai transgressé ». Donc là, c'est l'héritage qu'il veut laisser à l'UMP, une transgression, alors que la droitisation de sa campagne est très contestée. Mais c'était sa volonté, c'était son pari depuis le début. Il l'assume, pour après aussi. Mais non, je pense que là, pour le coup, ce qu'on montre dans notre livre, et pourquoi c'est l'histoire d'un naufrage, c'est parce qu'il était seul finalement dans cette stratégie. Il s'est enfermé avec 7-8 conseillers qu'il voyait quotidiennement. Il voyait une fois par semaine la vingtaine d'élus qui, pour leur remonter le moral et pour leur expliquer à chaque fois, ne vous inquiétez pas, je sais exactement où je vais. Mais cette stratégie qui a été extrêmement critiquée, qui a été perdante, c'est peut-être la face noire de l'héritage que Nicolas Sarkozy va laisser à la droite. Alors justement, mais parce que la question est quand même toujours là, finalement cette ligne Buisson, elle a peut-être limité la casse. Alors on ne sait pas véritablement si c'est un échec total, parce que finalement c'est une défaite honorable de Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Colombani. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais on lui prête l'idée que c'était une belle défaite. Il le dit. Alors, s'il dit c'est une belle défaite, ça le résume totalement. C'est une belle défaite pour lui, pour lui-même, parce que c'est vrai qu'il perd à 48 et quelques, alors que le rejet du pays était installé depuis, disons, 2008 et dans des proportions assez fortes, au point que vraiment le 52-48 ne s'installe que la veille ou l'avant-veille du scrutin. Donc on peut dire finalement il peut se dire c'est une belle campagne et c'est une belle défaite. Mais ça le résume parce qu'en fait c'est une défaite très lourde pour son camp. C'est une aventure personnelle, Nicolas Sarkozy. Et en effet, tout au long de son quinquennat, son camp a perdu des élections et il finit par une défaite sur des bases idéologiques qui sont en effet de transgression et qui sont, j'allais dire, un peu cul par-dessus tête pour la droite. La droite, c'est quoi? Quand il dit « je défends nos valeurs », les valeurs de la droite, quelles sont-elles aujourd'hui? Parce qu'il a rendu poreuses les frontières qui existaient entre la droite et l'extrême droite. Et donc c'est cela qui va semer un désordre à la fois dans les esprits et qui va provoquer un débat stratégique politique très grand à droite. Donc il laisse la droite dans un état extrêmement dangereux pour la droite. Et donc ça le résume. Ça le résume, c'est-à-dire qu'il a constamment été l'homme de sa propre aventure, d'une aventure personnelle. Même chose dans son discours de départ. Il y a le côté face, c'est-à-dire le discours du président de la République sortant, républicain digne, le conseil qu'il avait donné à Gérard Larcher, il se l'est appliqué à lui-même, il faut partir dignement. Et puis dans l'autre partie du discours, c'est « je vous ai tant donné, vous m'avez tant aimé, je vous ai tant aimé ». Le pathos du personnage, voyez, de lui-même ne compte que lui
et ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut penser, ses propres émotions. Et ce sont les deux faces du personnage qui font qu'il peut dire en effet c'est une belle défaite quand c'est une défaite extrêmement dangereuse pour son camp. D'accord. Marie-Ève. Oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est Nicolas Sarkozy qui parle de lui. Et c'est l'éternel problème qu'il a eu à l'Élysée, c'est qu'il s'est entouré de gens qui ont justifié toutes les mauvaises nouvelles. À chaque élection qui était perdue, il y avait une explication et c'était pas grave. Même les européennes, il a voulu croire qu'il les avait gagnées. Et ça crée un manque de lucidité sur la montée du Front National qu'on a vu d'élection en élection, au régional, au cantonal, et qu'il a nié. Et en disant, j'ai ma stratégie, alors tout le monde le suivait parce qu'ils arrivaient tous à l'Élysée, le moral dans les chaussettes, et puis ils se trouvaient avec Nicolas Sarkozy qui leur disait, non, j'ai une stratégie, vous la comprenez pas bien, mais c'est pas grave, faites-moi confiance, on va gagner. Et donc à la fin, c'est logique, il a perdu de très peu, puisqu'il avait raison, il sort dignement, mais on peut pas dire que ce soit une belle défaite quand au premier tour, le Front National a doublé presque son score par rapport à 5 ans auparavant. Lucidement, mathématiquement, on ne peut pas dire que c'est une belle défaite dans de telles circonstances. Mais on a beaucoup dit... C'était surtout au départ l'homme qui nous débarrassait en quelque sorte, qui marginalisait le Front National en 2007, la brillante victoire grâce à cela. Siphonnage des voix, comme on a connu. Oui, et il termine comme celui qui relance le Front National, celui de Marine Le Pen. Donc sur le plan du parcours politique, c'est en effet un échec assez lourd. Mais encore une fois, c'est que la ligne Buisson, c'est un fusil à un coup, c'est-à-dire que ça fonctionne pour un homme qui conquiert le pouvoir, mais ça ne peut pas fonctionner pour un président sortant rassembleur. Que François Mitterrand avait placé le piège du Front National, face à la droite dans le piège du Front National. Aujourd'hui, on a l'impression, vous écoutez, que c'est Nicolas Sarkozy qui installe la droite dans le piège du Front National. Jean-Marie Colombani. Hélène ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vous trouve un peu sévère quand même. Quand vous parlez de transgression, c'est lui le coupable. Bon. C'est lui qui emploie le mot. Mais oui, mais son but, c'était quoi? Son but, c'était quand même de ramener les électeurs du Front National dans le giron de la droite républicaine. Bon, alors peut-être la fin justifie-t-elle les moyens? C'est tout le problème de la vie politique. Il y a des gens qui tiennent sur leurs principes et puis il y en a qui transgressent. Et sauf que ce problème posé depuis le début avec lui, parce dans les conversations, il aime ça d'ailleurs, se définir comme transgressif. Sauf qu'il est celui qui est en charge de la règle. Et donc il est celui qui nous dit à nous de ne pas transgresser. Et cette contradiction-là l'a affaibli dès le départ. Est-ce que Lionel Jospin a réussi de monter des murs de béton pour dire on jette le Front National, les électeurs sont des horribles fascisants. Bon, est-ce que c'est mieux? Il ne s'agit pas des électeurs, là. Il ne s'agit pas des électeurs. Non, mais d'accord, mais le discours qui est tenu par la gauche, c'est dire attention, butons-les hors de nos... oui. Le Front National, pas les électeurs. François Mitterrand a eu son contingent d'électeurs de Jean-Marie Le Pen. Le subtil distinguo entre les électeurs et les dirigeants du Front National. Bon. François Mitterrand a eu son contingent d'électeurs du Front National. François Hollande aussi, moins important que François Mitterrand, mais néanmoins, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec le discours des partis politiques et ceux auxquels on vous demande de vous rallier. Je veux dire, le matin, il nous dit... Et voilà, c'est pas l'accabler que de dire ça, c'est s'il était comme ça, et ça a marché pendant un temps. Le matin, il nous dit, j'arrive à Bruxelles, je sauve l'Europe, et puis pendant la campagne, il nous dit tout d'un coup, Schengen, ça ne va plus, etc. Lequel est le vrai? C'est ça le problème. Voilà, lequel est des injonctions contradictoires, comme on parle des enfants. Merci à tous d'avoir participé à ce journal. La question du nouvelobs.com aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a-t-il réussi sa sortie? On va découvrir ce que vous en pensez. Oui ou non? Et vous avez répondu oui à 61%. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale d'Ocadoc. Bonsoir à tous et à demain à 19h. Comment la Syrie peut-elle s'extirper de l'engrenage de la violence? Bachar ne pourra pas faire taire la société syrienne à l'heure d'Internet. Il ne peut plus empêcher l'opposition de parler. Pour comprendre les enjeux de ce drame politique et humain, ce documentaire démêle les rouages du système mis en place par le clan Assad, de père en fils, d'Hafez à Bachar. Hafez el-Assad pouvait emprisonner pendant 20 ans les gens sans que personne n'en sache rien. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Le fait que cela dure depuis si longtemps, cela ne veut pas dire que la population accepte cela ou qu'elle s'y est habituée. Le crépuscule des Assad, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes.
Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.